J'ai fait des études de philosophie il y a longtemps. J'ai enseigné, j'ai été chargé de cours à la Sorbonne, chargé de cours en esthétique musicale, donc philosophie de la musique, musicologie. Et ça m'a amené progressivement à travailler sur la psychologie de la musique. Et je me suis retrouvé à travailler dans un hôpital, à travailler sur des techniques de psychothérapie fondées sur la musique. Et j'ai obtenu le titre de psychologue et, au fil des années. Et parallèlement à ce travail, qui a été la partie principale au niveau professionnel, j'étais responsable d'associations. J'ai toujours été passionné par la vie sociale, par la façon dont les êtres humains s'organisent entre eux pour essayer comment dire, de bien fonctionner ensemble de façon pacifique, fraternelle, voilà, et d'améliorer la vie de chacun. Donc j'étais responsable de nombreuses associations, enfin responsable militant ou responsable d'associations diverses, et ce qui m'a amené à être élu. Un jour, on m'a dit, mais est-ce que ce serait bien que tu sois élu municipal? Et donc, j'ai été élu en 2002 dans le 12e arrondissement. J'ai été élu maire adjoint. Et j'ai fait un deuxième mandat à la suite de ça, comme conseiller délégué, comme on dit, c'est à peu près la même chose. Et voilà, donc je me suis consacré aux autres. Je m'intéresse plus aux autres, à la vie sociale et à l'amélioration de notre environnement, de notre société. Lorsque j'ai été élu, pour la première fois, ici à Paris, nous avions embauché une conseillère technique qui avait une particularité, elle était à la fois française et brésilienne. Donc elle avait les deux cultures à 100%. Et elle m'avait conseillé, elle m'avait suggéré d'aller au Forum social mondial qui se tenait en 2003 à Porto Alegre. Et en arrivant à ce que j'ai fait, nous sommes partis au Brésil que je ne connaissais pas. Pour moi, à l'époque, il n'y avait pas de différence entre voilà, je ne faisais pas vraiment la différence entre le Brésil, le Mexique, l'Argentine ou le Pérou. C'était là-bas. Et en arrivant au Brésil, ça a été le coup de foudre. Ça a été la naissance d'une passion, comme si énormément de choses que j'avais refoulé, que j'avais au fond de moi, se trouvaient réveillées, apparaissaient au grand jour dans ce pays. Donc, j'arrive au Brésil, à Porto Alegre, et dans l'aéroport, je sors de l'avion, j'étais au premier étage de la grande salle de l'aéroport, je regarde les gens qui se promenaient, qui marchaient en dessous avec leurs valises, et ma première surprise, ça a été de voir qu'ils n'avaient pas la même démarche, les Brésiliens n'ont pas la même démarche que les Français. Ils marchent en se déhanchant, avec un mouvement dans les hanches qui est tout à fait contraire à l'habitude, à la règle française de marcher bien droit, surtout pas trop bouger. Et donc ça a été une première surprise. Qu'est-ce que c'est que ces personnes? Pourquoi marchent-elles comme ça? Et j'ai découvert après coup
que ça venait probablement, là il faudrait de la racine africaine, la racine africaine du Brésil apparaît également sous cette forme. 2 heures après, je me suis retrouvé dans un restaurant voilà, restaurant où on se servait soi-même, un self-service, et je me penche pour regarder des nems, des petits nems, mais qui n'étaient pas exactement comme ceux qu'on trouve dans les petits restaurants japonais de Paris. Je me penche et le militant qui m'accompagnait, qui était juste derrière moi, il dit oui, oui, ce sont des nems, c'est une spécialité brésilienne. C'est un plat typiquement brésilien. Et j'ai été tellement surpris parce que je venais de découvrir ce qu'on appelle l'anthropophagie, c'est-à-dire cet aspect très particulier de la culture brésilienne, qui consiste à ce que lorsque quelque chose arrive sur le territoire, on le prend, on le modifie, on l'intègre, on le transforme, et puis ça y est, ça devient brésilien. Voilà, et on peut dire ça d'ailleurs pour les musiques, pour la nourriture, pour la politique, dans des tas de domaines. Il y a une capacité de la culture brésilienne à avaler, digérer et rediffuser quelque chose d'autre, modifié. Et en disant, ça c'est brésilien. La France, il lui faut des décennies, si ce n'est des siècles, pour accepter d'intégrer un petit quelque chose venant de l'extérieur. Il y a cette idée, la France est à l'origine du savoir, de la culture, la France est un pays supérieur, et voilà, c'est même lié certainement à la colonisation et aux croisades, que sais-je. Mais en France, on n'a pas forcément cette capacité à intégrer l'autre et à se l'approprier, à le transformer pour se l'approprier. C'est-à-dire bénéficier de la richesse que nous apportent les autres cultures. Voilà, ce n'est pas dans nos traditions. Alors qu'au Brésil, oui. En allant au Brésil régulièrement, à chaque fois, j'ai découvert un autre aspect qui m'a bouleversé, qui m'a séduit. C'est ce qu'on pourrait appeler la chaleur humaine, la qualité dans les contacts humains, l'affection. On rencontre quelqu'un, même si on ne le connaît pas, on tombe dans ses bras, comment vas-tu, qui es-tu, on se fait la bise, on se fait abraço. Il y a une chaleur humaine dans l'échange. Combien de fois ça m'est arrivé de parler avec quelqu'un sur un trottoir, je pose une question, je suis là seul dans une ville brésilienne ou dans un village, et on se met à parler avec moi, et on me prend par le bras, allez viens, on va prendre un café, et on devient amis. Voilà, et 1 heure après, on est les meilleurs amis du monde. Et il y a ce goût de l'autre. Alors, je dis ça de façon extrêmement favorable, c'est très positif, cette ouverture à l'autre. Mais en retour, il y a aussi le contraire. Ça veut dire la réaction peut être dans l'autre sens extrêmement virulente. Si je dis un mot, je critique ta religion, ah ben non, moi je crois pas à ta divinité, ça peut devenir extrêmement violent, extrêmement négatif. Donc il y a les deux, mais quand même, globalement, il y a une ouverture, une cordialité. C'est comme ça qu'on dit en français. Hein. Il y a une cordialité qui n'existe pas en France. En France, les gens dans le métro, personne ne parle avec personne. Sur le trottoir, personne ne parle avec personne. On ne parle qu'avec les personnes dont on connaît le nom, le prénom, la profession. Ce sont des collègues ou des amis, sinon... voilà, on ne va pas aller au-devant de l'autre pour lui parler, pour lui faire la bise, etc. Alors qu'au Brésil, oui,
C'est normal, et ça c'est quelque chose de merveilleux, ce goût de la chaleur, ce goût de la chaleur humaine. Et une autre merveille, si j'ose dire, c'est la capacité brésilienne à innover, à inventer des formes nouvelles, des processus nouveaux, c'est quelque chose, c'est un pays qui est en permanence dans l'innovation, dans l'expérimentation, dans d'innombrables domaines. En France aussi, nous avons des artistes qui font un travail formidable, mais comment dire, qui restent en général réservés à une petite élite. Alors qu'au Brésil, ça devient très rapidement quelque chose de très large. Par exemple, les innovations politiques. Lorsque les deux premières fois où je suis allé à Porto Alegre, j'avais découvert que la ville était gérée en faisant appel à des comités de quartier. Des comités de quartier, les habitants d'un gros pâté de maison ou d'un quartier, on leur demandait leur avis sur plein de choses concernant leur quartier et même de façon plus générale de la ville. Et donc il y avait, et qui était écouté, retenu, et la municipalité élue respectait le plus possible les demandes de ces conseils de quartier. Et lorsque je suis revenu en France, avec d'autres élus qui étaient là, on a décidé de reprendre cette idée des conseils de quartier, et maintenant des conseils de quartier, il y en a à Paris, Lyon, Marseille. Et les municipalités élues doivent écouter ce que disent les conseils de quartier qui se réunissent librement pour faire des propositions ou faire des demandes aux élus. Et donc c'est une amélioration démocratique importante et que nous devons au Brésil, par exemple. Et ça, peu de gens savent que les conseils de quartier sont une invention brésilienne. J'avais été invité aussi à intervenir dans une autre université on m'avait demandé une conférence sur les regards croisés entre la France et le Brésil. Quels sont les préjugés des Français sur les Brésiliens et quels sont les préjugés des Brésiliens sur les Français. Et là, je m'étais amusé, et en même temps, j'avais développé de façon plus sérieuse aussi, mais je m'étais beaucoup amusé en racontant tous ces préjugés. Qu'est-ce que c'est qu'un Brésilien pour un Français? C'est une femme à moitié nue qui marche en dansant la samba. Alors que non, tous les Brésiliens ne sont pas comme ça, et on ne peut pas réduire les Brésiliens à cet aspect. Qu'est-ce que c'est qu'un Français pour un Brésilien? C'est un intellectuel très riche, vivant dans un splendide manoir, etc. Non, tous les Français ne sont pas comme ça. Je me consacre tellement au Brésil depuis une vingtaine d'années que beaucoup de personnes me posent souvent la question, mais es-tu français ou es-tu brésilien? Je réponds, les deux, mon commandant. Voilà, je suis les deux, je ne fais pas de différence. Il y a une partie de moi qui est française, notamment au niveau de la langue. Malheureusement, je ne suis pas un lusophone très brillant, mais je me sens proche de ces deux pays, de ces deux territoires. J'appartiens aux deux. Et je pourrais même dire que c'est le Brésil qui m'a choisi. Voilà, si je voulais sourire. Un petit miracle, ce que j'appelle dans mon jargon un miracle brésilien. De ma vie, je n'avais jamais fait de photo. Moi, la photo, voilà, j'aimais bien regarder les photos des autres, voilà, ou les photos mais je ne savais pas prendre des photos. Mais les premières fois où je suis allé au Brésil, j'avais emmené un petit appareil photo pour prendre des notes, pour me souvenir, tiens, aujourd'hui je suis allé à un séminaire dans cette université, clac, je prends la photo du bâtiment, pour ne pas l'oublier. Donc c'était prendre des notes, c'était pas faire des photos, c'était pour me souvenir. Voilà.
Et puis, progressivement, je me suis rendu compte que ça me plaisait de, de d'essayer de prendre en photo des couleurs qui n'existent pas en France, de prendre en photo des expressions de visage, des façons d'être, des façons de s'habiller. Et j'ai commencé à m'appliquer un peu plus. Et un jour, j'ai montré ces photos, disons, ou ces notes, à un grand critique d'art français qui m'a dit, mais ces photos sont... Il y a de très belles choses dans ces photos. Je veux que vous fassiez une exposition. Et il m'a obligé, entre guillemets, à faire une exposition de mes photos. Donc je les ai faites agrandir, celles qu'il avait sélectionnées, et elles ont été exposées à l'abbaye royale de Celles-sur-Belle, un endroit prestigieux au centre de la France. Voilà, c'est lui qui m'a fait faire cette première exposition qui a plu, et à la suite de laquelle j'ai eu d'autres propositions un peu partout, et j'ai exposé mes photos du Brésil, mes regards, ce sont mes regards sur le Brésil, les curiosités, des choses qui n'existent pas en France, des lumières. Je les ai exposées plusieurs fois à Paris, à Lille, à Marseille, mais également au Brésil, voilà, et à d'autres endroits. Donc voilà, je suis devenu, miracle brésilien, non pas photographe, mais photographe du Brésil en un mot. C'est comme ça que je m'amuse à le dire. Je ne suis pas du tout un photographe, mais je suis un photographe du Brésil. Pendant que Bolsonaro a été élu à la tête du Brésil, symboliquement, pour moi, c'était impossible d'aller au Brésil. Et donc, ça fait 5 ans que je n'ai plus mis les pieds au Brésil, et c'est une souffrance pour moi. Et là, ça y est, je vais pouvoir y retourner. Je ne sais pas quand, dès que possible. Voilà, je vais pouvoir retourner. Le Brésil est redevenu un pays normal. C'est ce qu'on appelle, entre nous, dans les cercles que je fréquente, la résurrection du Brésil. Depuis 20 ans, depuis une vingtaine d'années, je m'occupe tous les jours de la communauté des Brésiliens de Paris, à toutes sortes de niveaux. J'essaie d'aider les principales associations brésiliennes ou franco-brésiliennes dont je suis membre. Je pense par exemple à l'association Mandioca, avec qui j'avais organisé, quand j'étais élu, 3 festivals sur les cultures brésiliennes, à la fois littérature, musique, cinéma, etc. L'association Arbre, association de recherche sur le Brésil en Europe, qui est une association universitaire, qui organise de nombreux colloques auxquels je participe le plus souvent possible. Je pense à l'association Autre Brésil, au pluriel, qui organise également beaucoup d'événements, festival du documentaire brésilien, le lavage de la Madeleine, qui a été pendant des années le plus gros événement culturel, le plus visible, disons, dans Paris, où des milliers de personnes défilent entre la place de la République et l'église de la Madeleine pour aller célébrer un rituel qui est une mixture, un mélange de religion catholique et de candomblé, donc la religion afro-brésilienne. Donc à toutes sortes de niveaux, j'essaie de m'investir autant que possible et d'aider autant que je peux les Brésiliens. Le Brésil m'a tellement aidé psychologiquement, intellectuellement, culturellement et politiquement. Voilà, c'est donc en échange, je donne ce que je peux. Je conteste l'expression « la musique brésilienne ». Parce que la musique brésilienne, ça n'existe pas. Il existe les musiques brésiliennes.
c'est un territoire tellement immense, le Brésil, avec des musiques tellement diverses, tellement qui n'ont rien à voir parfois les unes avec les autres, que ce sont des musiques qui sont toutes brésiliennes, mais il n'y a pas, on ne peut pas imaginer une unité qui serait la musique brésilienne. Ce terme générique, à mon avis, n'a pas de sens. Quel rapport entre les musiques des Indiens d'Amazonie, leur musique rituelle, la samba très très élaborée des écoles de samba de Rio, les musiques de la fin du XVIIIe siècle, le Lobo de Mesquita ou autres compositeurs du Minas Gerais, musique religieuse chrétienne, les musiques des grands compositeurs, Nepomuceno, Villa-Lobos, etc. Tous ces compositeurs du XXe siècle remarquables. Et le choro, ce sont des musiques très très différentes, sans parler des musiques sertanejas, ces duos vocaux du sud du Brésil qui n'ont voilà, qui sont encore tout à fait autre chose. Et je pourrais continuer la liste elle est gigantesque. D'autant que au Brésil, à la différence de la France, la musique, ça fait partie de la vie quotidienne. La musique, c'est comme, en France, on va dire, à juste titre, c'est important de se nourrir. Si on veut survivre, il faut manger tous les jours. Au Brésil, il faut non seulement écouter de la musique, mais en faire. Il faut chanter, il faut jouer. Combien de fois je me suis retrouvé même ici à Paris, à des soirée entre amis, il y a plein de personnes qui sont là, on discute, on parle politique, on mange, on boit un verre, et tout à coup, quelqu'un prend un instrument qui est là par terre et se met à chanter en tapant dessus, et tout le monde il y a des instruments partout, et tout le monde se met à jouer et à chanter. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en France, ce rapport quotidien à la musique. En France, en moyenne, les Français connaissent par cœur les paroles de 2 chansons, Frère Jacques et Au clair de la lune. Là, je dis ça en rigolant, mais il n'y en a pas beaucoup plus. Voilà. Très peu de Français connaissent en entier les paroles de 2 ou 3 chansons. Alors que les Brésiliens, en moyenne, connaissent les paroles d'une centaine de chansons, avec les textes de façon intégrale. Et c'est d'ailleurs très spectaculaire lorsqu'il y a des concerts avec des milliers ou des milliers de personnes, où il y a des musiciens qui sont en train ou des chanteurs qui sont en train ou chanteuses qui sont en train de chanter leurs chansons. La foule, à l'unisson, chante avec eux. Parce que tout le monde connaît les paroles, tout le monde connaît ces chansons. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris et émerveillé aussi à chaque fois que je suis allé à des concerts brésiliens, que ce soit au Brésil ou en France. La musique brésilienne que je préfère, c'est le choro. C'est une musique d'une très très grande richesse, et parce qu'elle est le point de convergence entre le lieu de rencontre, on pourrait dire, entre les musiques africaines et les musiques européennes. Et au Brésil, ça a créé un métissage, c'est une musique métissée. Si j'ai chez moi à peu près 1700 CD de musique brésilienne au pluriel, ce n'est pas par hasard. Voilà, et des musiques extrêmement diverses, voilà, que ce soit des musiques religieuses du XVIIIe siècle, ou du funk carioca provocateur, et voilà, ou du hip-hop, ou de la samba évidemment, ou des œuvres de Villa-Lobos. Quoi de plus beau que les quatuors de Villa-Lobos et ces choses, voilà. Et tant d'autres musiques sublimes. Je vais à des concerts brésiliens dès que je le peux. Il y en a énormément. J'habite ici à Paris, mais je vis
au Brésil.